L'Union départementale CGT m'a demandé de présider ce meeting. Il y a un an, en effet, plusieurs mois contre la fermeture du site Le Jabi d'Issingeaux, les ateliers du Mégal redémarraient, 1er mars. Grâce à cette mobilisation, on a pu maintenir l'emploi sur le site industriel. Aujourd'hui, cet atelier fabrique des composants pour des articles de maroquinerie haut de gamme. Ce fut une grande victoire pour les travailleuses et la CGT qui a soutenu de bout en bout cette lutte, démontrant que rien n'est jamais perdu quand on se mobilise. Tout d'abord, permettez-moi de présenter les personnes qui sont à la tribune. J'ai à côté de moi, à ma droite, Fred Cluzel, qui se bat actuellement pour conserver le site et les 60 emplois à Monistrol-sur-Loire dans l'entreprise Préciteur. C'est un combat de longue haleine qui doit mobiliser tous les salariés, comme pour le Jabi. Morin Drabi, qui est ici présent aussi, représentant la CGT avec 3 autres camarades lors de la négociation sur la sécurisation de l'emploi. Il nous racontera comment se sont passées les négociations et quelles sont les perspectives suite à la signature de cet accord minoritaire. Maître Jean-Louis Bory, qui est carrément à gauche, tout à fait à gauche, ancien inspecteur du travail, très connu pour ses interventions et ses livres, notamment sur le dossier des retraites de 2010, où il était déjà intervenu au Puy-en-Velay. Il nous fera part de l'analyse qu'il fait de cet accord et du projet de loi. Je passe maintenant la parole à Alain Hérault, secrétaire de l'Union départementale, qui ont accepté d'animer cette soirée. Notre organisation n'a pas signé l'accord, comme Force ouvrière, tout simplement parce que celui-ci est néfaste pour les salariés et démantèle le code du travail. Il aura aussi des répercussions sur la justice et le conseil des prud'hommes. La CGT a décidé de faire ce meeting d'information pour sensibiliser très largement, au-delà de notre corps militant, pour que toutes et tous puissent se faire une opinion sur la dangerosité de cet accord et de sa traduction dans la loi. Ce n'est pas en facilitant les licenciements qu'on lutte contre le chômage et la précarité. Alors qu'aujourd'hui des plans de licenciement sont annoncés quotidiennement, le MEDEF veut encore plus de facilité pour supprimer des emplois en s'attaquant au Code du travail. Le gouvernement, à l'occasion du Conseil des ministres du 6 mars, veut le transposer dans la loi. Contrairement à toutes ses déclarations précédentes, notamment la feuille de route qu'il avait donnée lors de l'ouverture des négociations en juillet 2012, en leur demandant d'agir pour faire reculer la précarité et le chômage. Depuis la signature, le 11 janvier, la CGT a décidé d'un plan de travail pour informer, mobiliser, afin que celui-ci ne soit pas retranscrit dans la loi. Nous avons rencontré le Parti socialiste et le préfet de la Haute-Loire pour leur expliquer notre position et la raison de notre opposition. Nous avons aussi rencontré les députés UMP, messieurs Vigier et Wauquiez, pour leur faire part de nos analyses. Visiblement, nous n'avons pas convaincu M. Wauquiez, qui vient d'annoncer publiquement qu'il voterait la loi. Pas étonnant, c'est un texte tout bénef pour le MEDEF. Nous voulons mobiliser le plus largement possible et entraîner le plus de monde possible. Nous ne pouvons que nous réjouir des appels unitaires pour le 5 mars. Nous saluons la déclaration commune d'un groupe Recticel France, de la CGT, Force ouvrière et de la CFDT pour s'opposer à cet accord. Ce meeting doit servir de tremplin pour préparer activement l'action interprofessionnelle unitaire du 5 mars avec les organisations syndicales confédérées, non signataires et d'autres qui se sont joints à cette initiative.
Nous devons mobiliser activement, rencontrer les salariés, les retraités, les privés d'emploi pour les convaincre de participer à l'action. C'est une partie de l'avenir qui se joue. Cette mobilisation, si elle est réussie, ne restera pas sans lendemain. Elle doit montrer au gouvernement et aux parlementaires que l'on ne doit pas briser les espérances issues des élections et que le MEDEF ne doit pas faire la loi. Les reculs sociaux, ça suffit. Les licenciements entraînent d'autres licenciements et toujours plus de chômage. Le 5 mars doit exprimer le refus de l'austérité et de la flexibilité pour répondre aux exigences des salariés avec des nouveaux droits sociaux. C'est une véritable politique de l'emploi pour relancer l'économie ainsi que l'augmentation des salaires et des pensions. À ce jour, 160 manifestations sont prévues dans tout le pays. Alors oui, nous vous invitons à participer massivement à la manifestation et au rassemblement Place Cadelade au Puy-en-Velay à partir de 11h. La lutte des Déjà-Vus est là pour nous prouver qu'on ne perd que les combats que l'on ne mène pas. Plus nous serons nombreux, plus nos exigences seront entendues. Ne partez pas sans avoir pris au fond de la salle les tracts pour préparer cette journée. Je vais passer maintenant la parole à nos intervenants qui vont s'exprimer sur cet accord. Le premier d'entre eux sera Morad Rabi. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. Certains d'entre vous doivent se poser la question: pourquoi sommes-nous ce soir aussi nombreux en plein milieu de la semaine pour écouter un syndicaliste, un inspecteur du travail ou encore un avocat? Que se passe-t-il donc de si grave pour les salariés alors que cet accord national interprofessionnel qui nous préoccupe est pourtant intitulé « Sécurisation de l'emploi ». Pourquoi ce gouvernement de gauche est-il aussi pressé de le transcrire dans la loi en le présentant dès le 6 mars en Conseil des ministres pour ensuite engager la procédure d'urgence avec une seule lecture au lieu de 2 au Parlement? Enfin, pourquoi les syndicats non signataires de cet accord, CGT et FO, tirent la sonnette d'alarme et cherchent à mobiliser les salariés pour construire une grande journée d'action et de manifestation dans toutes les régions de France le 5 mars? C'est à toutes ces questions que l'on va tenter à 3 de répondre ensemble ce soir. En préambule, je voudrais dire qu'au cours des 10 dernières années, en tant que chef de file de beaucoup de négociations interprofessionnelles sur l'emploi ou sur le chômage, pour le compte de la CGT, ce texte est sans doute le pire que j'ai connu au regard des reculs sociaux qu'il impose aux salariés. Facilitation des licenciements économiques et sécurisation des procédures pour les employeurs. Mobilité forcée pour les salariés. Immunité juridique pour les entreprises. Remise en cause des clauses substantielles du contrat de travail ou encore mise en œuvre d'un dispositif que nous avons appelé dans la négociation chantage à l'emploi et que eux appellent maintien dans l'emploi, permettant de baisser les salaires, de remettre en cause un 13e mois, une prime, l'organisation de travail, les jours de RTT, bref. Les patrons nous proposent d'avoir des droits à géométrie variable en fonction des difficultés économiques de l'entreprise. La crise à mon dos pour les employeurs qui jettent une bonne partie du code du travail à la poubelle tout en s'efforçant, tout en renforçant leurs prérogatives et leur pouvoir au sein de leur entreprise. Jamais nous aurions pensé que le patronat serait allé aussi loin dans la destruction des droits des salariés dans un seul texte. D'autant plus que le gouvernement avait délivré aux partenaires sociaux en septembre dernier une feuille de route intitulée « Sécurisation de l'emploi ». Jamais non plus nous n'aurions imaginé qu'un gouvernement de gauche allait cautionner de tels reculs pour les salariés. On remarque aussi que dans cette négociation lancée en septembre, que celle-ci n'a réellement démarré qu'après le 15 novembre 2012. Après que le patronat s'est assuré que les 20 milliards de cadeaux supplémentaires donnés aux entreprises par le biais du crédit d'impôt pour améliorer la compétitivité des entreprises n'étaient conditionnés à aucune contrepartie. Ça a été la condition pour le MEDEF pour rentrer dans la négociation.
Entrons maintenant plus précisément dans le contenu de cet accord qui contient 27 articles. Tous, bien sûr, n'ont pas la même portée. Tous ne sont pas d'application immédiate. Tous ne visent pas l'ensemble des salariés. Tous les articles qui pourraient hypothétiquement viser à améliorer les droits de certains salariés ou de certains demandeurs d'emploi sont soit renvoyés à des négociations interprofessionnelles ultérieures. C'est le cas des droits rechargeables, qu'on renégociera dans la Convention d'assurance chômage, de la création d'un compte personnel de formation ou à travers des accords de branche, c'est le cas des complémentaires santé ou du travail à temps partiel. Tous ces sujets sont donc renvoyés à plus tard et feront, à n'en pas douter, l'enjeu d'âpres négociations dont les résultats ne sont pas acquis d'avance. Si l'on veut rester juste, une seule mesure, et on en discutait avec l'avocat tout à l'heure, une seule mesure va rentrer en application normalement à partir du mois de juillet, qui est la taxation des CDD. Donc, sauf que les CDD, la taxation des CDD, sauf qu'on va écarter l'ensemble, pratiquement l'ensemble des contrats précaires. Donc, tous les contrats de plus de 3 mois, les intérimaires comme les saisonniers, ne seront pas taxés. Donc, en clair, on a créé un mécanisme, mais tous les contrats précaires vont y échapper. À l'inverse, tous les articles qui visent à amputer les droits des salariés, à faciliter les licenciements et protéger l'employeur sont d'application immédiate. Plusieurs articles vont considérablement modifier le périmètre et de la négociation et des droits acquis des salariés. Par souci de simplification, j'ai ciblé 4 points de l'accord qui me paraissent plus particulièrement dangereux pour les salariés et les délégués. Premièrement, l'article 18 crée un nouveau dispositif, je l'ai dit tout à l'heure, dont l'objectif est de faire supporter par les salariés les conséquences des difficultés conjoncturelles, donc passagères, dans les entreprises. Ils appellent cela accord maintien dans l'emploi. Donc là, ça va être assez simple. Après de brèves informations fournies au comité d'entreprise sur la dégradation de la situation économique de l'entreprise, l'employeur pourra proposer pendant 2 ans maximum de baisser les salaires, de supprimer des jours fériés, une partie, voire l'ensemble des RTT, de supprimer un 13e mois, une prime, de modifier le temps de travail ou encore l'organisation de travail. Le patronat, bon joueur sur cette affaire, garantit quand même le maintien de l'ordre public social. En clair, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, les patrons ne pourront pas descendre les salaires en dessous de 1,2 fois le SMIC. Donc, au-dessus, on peut y aller. On ne descendra pas en dessous de 1,2 fois le SMIC. On ne touche pas aux congés payés. À la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail, donc si je ne me plante pas, c'est 10 heures par jour et 48 heures semaine. Si j'ai une connerie, vous corrigerez. Enfin, on ne touche pas au 1er mai, férié et chômé, trop sacré. Mais tout le reste, j'ai bien dit tout le reste, va être possible. La seule obligation pour le patron sera de conclure un accord majoritaire avec les syndicats, ou à défaut de syndicats dans les entreprises, de rassembler une majorité de salariés qui acceptera ce recul des droits. Imaginez un peu dans quel dilemme syndicats et salariés vont se retrouver pour négocier. Je le dis, je l'ai dit pendant la négociation, pour beaucoup, ils décideront avec un pistolet sur la tempe. C'est soit ça, ou soit la porte. Ce n'est pas tout sur cette mesure. Le salarié qui refuserait l'application des dispositions régressives à son contrat de travail serait licencié pour motif qui s'apparenterait à un licenciement économique, pas de souci,
mais individuelle. C'est-à-dire que l'entreprise serait dispensée de toutes les obligations sociales qu'elle a sur les licenciements collectifs. Formation, reclassement, priorité de réembauche, revitalisation, etc. Donc, même s'il y a 20-50 suppressions d'emplois, les salariés, les entreprises n'auront pas à mettre de plan social. Pour éviter tout recours juridique, le licenciement aurait une cause réelle et sérieuse attestée par l'accord majoritaire. Donc, aucune chance de contester le licenciement économique devant les prud'hommes. On peut y aller, bien sûr, mais il y a pratiquement 99 chances sur 100 que le juge ne casse pas l'accord majoritaire. C'est tout simplement du jamais vu. Le deuxième article dangereux, à mes yeux, pour les salariés, est l'article 15, sur la mobilité interne, que nous avons rebaptisé mobilité forcée. Là, idem, les syndicats négocieront ou négocieraient à froid, donc tous les 3 ans, un accord, encore faut-il qu'il soit majoritaire, dont le seul but serait de forcer un salarié à aller travailler sur un autre site. Vous imaginez un petit peu, de la même entreprise, bien sûr. L'accord devra déterminer les mesures d'accompagnement nécessaires à la mobilité. Les distances et le temps de trajet sont sans limite préétablis. Alors, dans la négociation, on avait démarré. Ils avaient mis 1 heure et demie, 60 km. Et dans la dernière version qu'ils nous ont envoyée, tout ça, ça a volé. Donc, aujourd'hui, rien n'interdirait à un employeur de proposer de transférer un salarié de Lille à Marseille ou de Brest à Strasbourg. Idem pour le temps de trajet. 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie. Donc, en clair, rien n'est écrit sur ce sujet. Alors, je le disais tout à l'heure, le journal Les Échos de ce matin explique que Parisot, la patronne du MEDEF, qui a été reçue hier à l'Assemblée nationale par le groupe socialiste, insistait devant les parlementaires dubitatifs sur le fait que les grandes entreprises avaient besoin de cette mesure. Tel que, donc vous imaginez, quand vous êtes salarié d'un grand groupe, chez Renault, chez Peugeot, chez Michelin, les dégâts que ça peut faire. Encore une fois, mon joueur, le patronat, dans la négociation, a garanti le même niveau de la qualification et du revenu du salarié sur l'autre site. Par contre, ceux qui refuseront les changements de poste ou de lieu de travail seront tout simplement licenciés, non pas pour motif économique, mais pour motif personnel. C'est donc vous qui êtes en faute, mesdames, messieurs les salariés, pas la faute de votre employeur. Imaginez un peu ce que cela veut dire pour les délégués un peu trop revendicatifs ou les salariés pas assez dociles. C'est une épée de Damoclès en permanence placée au-dessus de la tête des salariés. Moi, je vous fais mesurer aussi que ces 2 seuls articles que je viens de citer, mobilité forcée comme accord maintien dans l'emploi, remettent en cause 3 des 4 clauses essentielles du contrat de travail. Chaque fois qu'on travaille, on nous garantit au moins 4 choses. Le lieu de travail, le salaire, la durée du travail et la qualification. Là, le lieu de travail, le salaire et la durée de travail dégagent. Donc ça devient aléatoire. Il jette également à la poubelle une partie importante des droits des salariés au regard des licenciements économiques. Le 3e point dangereux à mes yeux concerne les procédures de licenciement collectif. Là aussi, alors là je vous le dis, tout va changer pour les employeurs, les salariés et les délégués. En échange d'une base d'informations sur la stratégie de l'entreprise, alors ils nous ont dit qu'ils nous donneraient des éléments sur la stratégie, mais en tout cas ils sont obligés de vous donner des documents. L'entreprise, donc chaque année, les CHSCT n'auront plus la possibilité d'émettre un avis sur les conditions et l'organisation du travail dans les différents établissements d'entreprise en cas de restructuration. Donc on vous a donné des informations sur la stratégie, donc il n'y a plus de possibilité, entreprise par entreprise, de mettre
en clair de mettre une expertise pour vérifier les conditions de travail après la restructuration. Donc tout ça est renvoyé, on a renvoyé complètement leurs compétences vers une instance, alors ce qu'ils appellent eux, une instance de coordination ad hoc issue des différents comités locaux qui fera, elle, une expertise d'ensemble, loin des réalités du travail. De plus, la procédure sera encadrée dans des délais courts fixés à l'avance. Mieux encore sur les licenciements éco. Si vous, salariés délégués, ne voulez pas vous mettre d'accord avec les employeurs sur la durée et le coût de l'expertise économique, en clair, quand il y a une restructuration, on discute de l'expertise économique. Si on n'est pas d'accord avec l'entreprise, alors le comité d'entreprise devra assumer 20% de son financement. On renvoie, on dit voilà. En clair, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on nous frappe encore une fois là où ça fait mal, donc à la caisse. Donc, mieux encore sur ce sujet, au prétexte que l'employeur livre des informations sur la stratégie de l'entreprise, vous, délégués, n'aurez plus la possibilité de bloquer le déroulement de la procédure en vous abstenant de donner un avis éclairé sur les licenciements économiques. Avant, c'est ce qu'on faisait pour gagner du temps, pour construire des alternatives. On ne donnait pas d'avis si on considérait qu'on n'avait pas assez d'éléments. Ben là, tout ça terminé. Donc, dans tous les cas de figure, l'employeur donc pourra poursuivre la procédure sans tenir compte de l'avis des représentants des salariés. Mieux encore, sur les procédures de licenciement, les entreprises auront deux possibilités de restructurer. Une, où elles chercheront à négocier un accord majoritaire avec les syndicats pour sécuriser la procédure. Là, tout est possible et tout est négociable. Le nombre de réunions, les délais préfixes pour l'expertise, les raisons économiques qui conduisent ou pas à la nécessité de restructurer, les propositions alternatives, les mesures sociales, formation, reclassement, revitalisation, primes, supralégales, etc., etc. Tout sera possible dans la négociation. Tout sera possible dans l'accord, mais attention, une fois l'accord signé, plus de retour possible en arrière. Plus de retour possible en arrière. L'accord étant majoritaire, alors il donnera toujours la possibilité à un salarié d'aller contester devant les prud'hommes, mais là encore, du fait que c'est un accord majoritaire, aucun juge ne prendra la décision de casser l'accord majoritaire. Moi, je le pense. L'avocat nous donnera son point de vue. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. L'entreprise a la possibilité de faire un accord. La deuxième possibilité pour l'entreprise, c'est de procéder à ce qu'on appelle une homologation unilatérale auprès de la direction du travail. Donc là, pareil, elle demande l'avis au comité d'entreprise. Là, c'est plus simple, plus rapide. La direction d'entreprise donc envoie l'ensemble des documents économiques et sociaux à l'administration, donc à la direction du travail. Celle-ci a 21 jours pour émettre un avis. L'absence d'avis vaut acceptation. Vous imaginez, je ne sais pas, pour ceux qui ont été amenés à faire des procédures malheureusement à suivre des plans sociaux, vous avez 7 documents. Généralement, les directions du travail, alors là, pareil, l'inspecteur du travail, Gérard donnera son point de vue, mais en 21 jours, moi, je le dis en toute honnêteté, je vois mal la direction du travail argumenter sur le fond, chercher à regarder en clair, à travers ce qu'ils ont fait, à travers l'homologation, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est de contourner la définition du licenciement économique. J'ai moi-même posé la question si en négociation, alors c'était sur l'accord majoritaire, s'il y avait un accord majoritaire, si l'entreprise pouvait restructurer, dans quelles conditions l'entreprise pouvait restructurer. J'ai posé la question de savoir si elle était, la définition du licenciement économique, en clair, c'est on peut restructurer que si on est en difficulté économique ou si on a besoin de sauvegarder sa compétitivité. Là, je leur ai posé la question, moi je vous pose la question dans le cadre où l'entreprise gagne de l'argent. Est-ce qu'elle a le droit de restructurer?
Et là, la question m'a été répondue, oui. S'il y a un accord majoritaire, oui. Donc, dans les deux cas de figure, moi je pense que l'entreprise aura beaucoup plus facile à restructurer. Donc, 21 jours pour émettre un avis, l'absence d'avis, donc vos acceptations. Donc là, changement de donne. La procédure strictement encadrée par des délais préfixes. Alors, délais préfixes, c'est, on dit clairement, dès le démarrage, vous avez 2 mois, entre 2 et 4 mois pour restructurer. Ils annoncent la couleur, entre 2 et 4 mois pour restructurer. Donc, sur l'ensemble de la procédure, bien sûr. 2 mois pour les licenciements de moins de 100 personnes, 3 mois pour moins de 249 licenciements, 4 mois pour plus de 250 licenciements. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Moi je le dis, imaginez une seconde ce que cela veut dire en termes pratiques. Concrètement, c'est l'assurance pour le chef d'entreprise d'avoir un débat uniquement orienté vers les mesures sociales. Avec les délais impartis, les experts, comme nous, syndicalistes, ne pourront plus construire un argumentaire pour contester le bien fondé des licenciements économiques, encore moins pour construire des alternatives de ceux-ci. Je le vois régulièrement, malheureusement, dans mon secteur. Quand vous avez 100 ou 200 suppressions d'emplois, il faut des mois pour construire des alternatives. Là, tout ça, ça sera encadré et on ne pourra plus sortir de ces périodes. C'est-à-dire qu'on n'aura plus la possibilité de revenir sur le dossier Fralib, on en discutait tout à l'heure. Là où le tribunal a annulé après 800 jours, on ne pourra pas. 4 mois, terminé, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, c'est en clair, on ne pourra plus préserver notre emploi. Cerise sur le gâteau, toute contestation devant les prud'hommes en matière de licenciement économique devra se faire dans un délai d'1 an au lieu de 5 ans actuellement. Quant à la contestation de l'homologation, alors l'homologation elle se contestera non plus devant les prud'hommes, mais là pareil, devant le tribunal administratif, donc je ne sais pas ce que ça va donner, on verra, et se fera. Et dont le jugement, généralement, sur les tribunaux administratifs, on a eu ce débat. Pourquoi le tribunal administratif et pas la procédure normale devant les juges? Tribunal administratif, parce que la procédure, généralement, les juges mettent beaucoup plus de temps avant de donner un avis, c'est 3 ans en moyenne, le tribunal administratif. Donc, c'est dire si le salarié devra s'armer de patience en attendant une hypothétique dédommagement. Sur les procédures de licenciement économique, moi je pense que c'est tout simplement un Big Bang qui est en train de s'opérer, qui à coup sûr, alors là c'est sûr, à 100%, facilitera les licenciements tout en protégeant l'employeur d'éventuelles contestations devant les juges. Laurence Parisot, du MEDEF, donc la patronne du MEDEF, a toujours rêvé de précariser le monde du travail. Moi je pense qu'avec cet accord, un pas de géant va être fait dans cette direction si rien ne change dans le projet de loi. Le 4e et dernier point inquiétant, mais là je ne vais pas me développer parce que je laisserai mon collègue le développer, c'est l'évitement du juge pour l'ensemble des litiges dont les prud'hommes ne pourra plus être engagé au-delà de 24 mois pour une rupture de contrat de travail et 36 mois pour une contestation portant sur des éléments de salaire. C'est 5 ans minimum aujourd'hui. Il sera possible, alors là c'est pareil, ça va changer, il sera possible de mettre fin à un litige dès l'audience de conciliation, en échange d'un versement d'une indemnité forfaitaire. Alors on s'est dit, putain, enfin, ils avancent sur le sujet, ils nous versent une indemnité forfaitaire, mais l'indemnité forfaitaire, le problème, c'est qu'elle va concerner la totalité des préjudices. Alors, gros souci qu'on a commencé à discuter de ce sujet, c'est que dans les propositions qui nous ont été faites, ils ont barémisé, donc en clair, ils ont mis un tableau, et ils ont dit, voilà, en fonction de l'ancienneté, vous avez le droit entre 2
et 14 mois maximum. Pas plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est entre 6 et 36 mois. Donc, en clair, on va diviser par 50% au moins les indemnités et les dommages et intérêts qui étaient versés à travers les juges. En clair, l'objectif de... Alors, on s'est bagarré pour ne pas avoir ce tableau, cette barémisation. Et là, l'objectif affiché, bon, je pense, dans cette négociation sur la barémisation, c'est de faire en sorte que, même si en conciliation, le salarié refuse, c'est que, malheureusement, le juge en tienne compte en cours d'appel, lorsqu'il y aura le jugement. On tiendra compte du barème. Malheureusement, la vie fera qu'on retiendra les 2 à 14 mois d'indemnité. Moi, je pense que c'est tout simplement la garantie pour l'employeur d'éviter une lourde sanction financière. On s'organise pour l'immunité judiciaire des entreprises. Vous avez compris, ce projet de loi qu'on nous propose, issu fidèlement de l'accord du 11 janvier, constitue une régression sociale sans précédent pour les salariés. Moi je le dis, c'est sans précédent. C'est également un pari très osé pour le gouvernement au regard des objectifs qui s'assignent, l'emploi. Mais, moi je le dis, en quoi la facilitation des licenciements va-t-elle favoriser l'emploi? C'est une question quand même. Pourquoi, en facilitant, on va créer plus d'emplois? Bon, le MEDEF a donc obtenu satisfaction sur la plupart des mesures de flexibilité qu'il réclamait. Mais, comme je disais, jamais la flexibilité n'a favorisé l'emploi. Ce n'est pas le contrat de travail qui crée l'emploi, c'est l'activité. On l'a dit, redit, mais la preuve, la rupture conventionnelle du contrat de travail, qui est l'une des mesures emblématiques de la flexibilité réclamée par le MEDEF au cours de ces dernières années, on compte aujourd'hui, alors ça avait été mis la rupture conventionnelle en 2008, on compte aujourd'hui 1 million de procédures depuis 2008, elles sont en passe de devenir le premier mode de licenciement dans notre pays. Alors que cette mesure, souvenez-vous, était initialement destinée à favoriser la mobilité. Alors on nous l'avait vendu comme ça, la mobilité des salariés d'une entreprise à une autre. Résultat des courses, on a 80% des salariés qui vont, suite à une rupture conventionnelle, à Pôle emploi. Moi, je dis tout simplement, ce n'est certainement pas de cette manière que le gouvernement parviendra à inverser la courbe du chômage, comme s'y était engagé le président de la République. J'observe d'ailleurs que François Hollande, au détour d'une conversation au Salon de l'Agriculture à Paris, commence à préparer l'opinion pour repousser cet objectif à 2014. Donc, moi qui suis l'assurance chômage, je ne vois pas au nom de quoi le chômage reculerait avec des mesures comme ça. Donc, le gouvernement s'est pressé bien sûr de légiférer puisqu'il adopte la procédure d'urgence, mais pourquoi un tel empressement, vous allez me dire? Alors, sans doute espère-t-il prendre les salariés de court avant qu'ils mesurent la portée réelle de cet accord, mais surtout, moi je pense qu'il y a aussi les nouvelles règles de représentativité syndicale qui doivent s'appliquer incessamment sous peu. Or, cet accord, signé par des organisations représentant une minorité de salariés, mais encore, après la mise en place des nouvelles règles de représentativité, 2 des signataires sur 3 seront hors jeu. Donc il y en a 3 qui ont signé, CFDT, CFTC, CGC. La CFTC ne sera plus représentative au niveau interprofessionnel. La CGC ne sera plus qu'un syndicat catégoriel, donc représentatif des cadres uniquement. Les 2 syndicats qui ont refusé de signer l'accord du 11 janvier, en l'occurrence nous et FO, représenteraient à eux seuls plus de 50% des salariés. La mesure exacte de la représentativité de chacune des organisations, d'ailleurs, doit être dévoilée fin mars. On comprend mieux, 1, la procédure d'urgence, l'empressement du gouvernement à aller vite,
Mais rassurez-vous, on entend déjà que les décrets d'application de la loi, parce que comme on devait l'avoir fin du mois, ça nous aurait permis de peser dans le débat parlementaire, on est en train de nous expliquer, en tout cas de faire mûrir cette idée, que les décrets d'application de la loi sur la représentativité ne seront pas signés avant l'été. On va repousser les décrets d'application, au nom du respect de la démocratie sociale, sans aucun doute. Donc, vous voyez bien que le gouvernement, veut aller vite, écarte, je ne sais pas. Le projet de loi présenté donc le 6 mars en Conseil des ministres est fidèle de l'accord. Donc là, pareil, on a regardé un peu le projet. Il est fidèle à l'accord. Le ministre d'ailleurs du Travail l'avait bien confirmé. Par contre, rien ne dit que les députés, moi je le dis, rien ne dit que les députés vont cautionner sans broncher un tel matraquage des droits des salariés, à tel point que ce texte est en infraction avec plusieurs normes internationales. On aura peut-être l'occasion de le développer. La CGT d'ailleurs, on l'a dit partout, la CGT ne se privera pas d'exercer ultérieurement les recours qu'elle jugera utiles si nécessaire. Dans les conditions de la négociation d'aujourd'hui, la validité d'un accord est forcément conditionnée à la signature du MEDEF. Si les députés, comme on les pousse à s'interdire d'exercer leur droit à amendement, cela reviendrait à octroyer au MEDEF un droit de veto sur la loi. C'est clair. On attend, moi je pense, je le dis quand même, on n'a pas voté à gauche, on attend quand même autre chose d'un gouvernement de gauche. Ce n'est pas les partenaires sociaux, on est quand même en droit d'attendre quand même ça. Attendez, on a voté à gauche pour sortir Sarko, on se retrouve avec un texte que Sarko avait rêvé. Donc ce n'est pas, et nous on le répète, ce n'est pas les partenaires sociaux qui doivent faire la loi, ce sont les parlementaires. Si la loi est mauvaise, moi je continue à dire que c'est les parlementaires qui assumeront la responsabilité de la régression des droits des salariés. C'est cela que nous dirons aux parlementaires de gauche partout dans les territoires. Et moi je vous invite à le dire partout. Leur rappeler que c'est nous qui les avons élus, pas le MEDEF qui a ouvertement soutenu et la droite et les accords de compétitivité et Sarkozy. Moi je pense que maintenant il faut qu'on parle mobilisation des salariés le 5. On a lancé l'initiative. On n'a pas d'autre choix de construire un rapport de force qui fasse réfléchir ceux qui nous gouvernent comme ceux qui font les lois. Toutes les conditions sont réunies pour avoir un 5 mars puissant. La CGT et FO invitent donc les salariés à se mobiliser massivement, mais aussi Alain l'a dit, la FSU, Solidaire et d'autres, le MNF, l'UNEF et d'autres organisations. Il y a même certains, et je le dis, il y a même certains CFDTistes qui rejettent aussi l'accord signé par leur confédération et qui appellent aussi à manifester le 5. Vous l'avez compris, la présence de tous, moi je pense que la présence de tous est nécessaire le 5 mars. Plus nous serons nombreux dans la rue, plus la loi sera revue et corrigée. Moi j'en suis persuadé. Vous connaissez la chanson, et Alain l'a dit avant moi, seules les luttes qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Stéphane Hessel, qui vient de nous quitter, à qui je rends hommage, qui était l'âme et la force d'un combattant, il se plaisait à nous dire « indignez-vous ». Moi je pense qu'aujourd'hui, face à la situation, il faut informer, il faut expliquer, il faut rassembler, et il faut se mobiliser. Donc moi je pense que le 5 mars doit être puissant pour adresser un premier avertissement au gouvernement. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va
laisser la parole à maître Jean-Louis Bory, qui va nous expliquer le côté juridique. Pas seulement juridique. Juridique d'abord, mais je crois que le combat des avocats du SAF et le mien peut-être en particulier, c'est aussi le combat du mouvement syndical depuis des années. C'est-à-dire que depuis, on va dire 35 ans, on a été élevé au biberon syndical et on a appris que dans le combat juridique, on pouvait, à notre modeste place, aider à la construction d'un rapport de force. Je dis à notre modeste place, c'est-à-dire contribuer, non pas remplacer, la mobilisation des gens dans les entreprises, mais peut-être que par les actions qu'on pouvait mener, notamment les actions de retardement, on pouvait permettre la construction de solutions alternatives aux fermetures, tu l'as dit, d'amélioration des mesures, des plans sociaux ou des plans de d'emploi. J'ai, moi, ce privilège d'avoir, effectivement, ces 35 ans d'expérience et d'avoir vu évoluer le Code du travail au fil à la fois des interventions législatives, mais aussi des décisions, il faut le dire, de la Cour de cassation, des décisions des juges, menées dans des conflits exemplaires d'ailleurs. Les juges, vous savez, ils sont assez souvent sensibles, ils ne le disent pas bien sûr, puisqu'ils analysent les choses à l'aune du Code du travail, et en principe uniquement à l'aune du Code du travail, mais ils sont sensibles aux situations individuelles et aux rapports de force qui se créent. Quand sur la mairie de Rion, il y a une banderole non licenciement des salariés de Cooper Sécurité, les juges de la Cour d'appel, ils y passent tous les jours. Quand ils voient les choses se construire, ils apprécient le Code du travail, peut-être différemment, justement à l'aune de ce qu'ils ont et de ce qu'ils vivent tous les jours. Il y a toujours une interaction, moi j'en suis intimement convaincu, entre ce qui se passe au niveau judiciaire et le rapport de force qu'on peut créer, souvent et parfois dans la rue. Le projet de loi, c'est vrai que c'est une régression. Alors ça va peut-être nous rajeunir. On va se dire que c'est des combats nouveaux et procéduraux qu'on va mettre en place pour essayer de déceler les failles. J'optimise, et déceler les failles dans le projet de loi et éventuellement, au travers des quelques amendements peut-être qui auront été votés par le Parlement, essayer de faire évoluer les choses. Mais je crois quand même que si le texte passe tel qu'il est, et moi je travaille sur le projet de loi parce que j'ai pas de légitimité syndicale. Je n'ai pas de légitimité syndicale à contester les signatures des uns ou des autres. Je parle du point de vue qui est le mien, qui est du point de vue de praticien de droit du travail et de constructeur, en partie avec vous, des jurisprudences favorables aux salariés. Je suis d'accord avec toi. C'est plus 30 ans de régression. C'est 30 ans d'évolution législative d'un côté, puis de victoire judiciaire de l'autre. Et ça part, on est d'accord aussi, du postulat selon lequel il faudrait plus facilement licencier pour embaucher plus, ce qui est une absurdité absolue, on est d'accord, c'est le marché qui crée l'emploi, et c'est le besoin qui crée l'emploi, et c'est certainement pas la possibilité de rompre les contrats de travail. Le droit du travail, en principe, il est protecteur du faible contre le fort. Le contrat de travail, c'est pas un contrat que les gens négocient. Un salarié ne négocie pas son contrat de travail, il signe en bas, parce qu'il a le choix entre ça et ne pas être embauché. On a assisté sur le terrain qui m'intéresse peut-être le plus et qui est le plus impacté, je crois, par l'accord, à une évolution importante. Moi, j'ai connu à la fac la loi de 75 sur le licenciement économique. J'ai connu les autorisations administratives de licencier. J'ai connu les autorisations implicites depuis 15 jours. On a envoyé des tonnes de demandes d'autorisation à l'inspection du travail et on lui demandait d'avoir les moyens qu'il n'avait pas, de regarder s'il n'y a pas de réponse dans les 15 jours, notamment pour les licenciements individuels. C'était des licenciements qui étaient validés et qui ne pouvaient pas être contestés devant le juge. Parce que dans ce bon sens de pays, on a toujours cette séparation des juridictions. Pour ma part, j'y suis opposé. J'en vois de moins en moins la justification entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. Pour faire simple, dès lors qu'il y a une décision de l'autorité administrative, de l'administration, le juge judiciaire, le juge qu'on a ici, il ne peut pas en connaître. C'est donc uniquement le juge administratif. Donc ça crée à l'époque un écran entre le salarié et la décision de licencier. Il y avait une étape intermédiaire, c'était la décision
l'inspecteur du travail, la décision implicite qui lui permettait qui nous amenait à aller devant le tribunal administratif, lequel devait statuer dans des délais très brefs, et puis s'il ne statuait pas dans les délais très brefs, ça montait, à l'époque il y avait le cours administratif d'appel, directement devant le Conseil d'État. En bref, c'était jamais jugé, ou quand c'était jugé, c'était par des considérants tout à fait arbitraires. C'est à ça qu'on veut revenir aujourd'hui. Le MEDEF, dans le projet initial, sauf erreur, parlait même d'un bloc de compétences administratives. Il a reculé un petit peu là-dessus, mais ce qui intervient entre le licenciement et entre la décision de licenciement, c'est une décision, non pas de l'inspecteur du travail, qui lui quand même bénéficie d'un minimum d'indépendance par son statut et les conventions de l'OIT, mais c'est le directeur du travail, qui n'a pas la même indépendance fonctionnelle et qui est un fonctionnaire qui est effectivement dépendant du pouvoir. Alors, la CGT avait crié en 86 quand Chirac, sauf erreur, a supprimé l'autorisation administrative de licencier. Parce que même si cette autorisation administrative de licencier empêchait de contester le licenciement, c'était quand même, dans certains cas, notamment sur le licenciement collectif, un minimum de contrôle par les autorités publiques. Et puis en 89, le gouvernement Rocard est arrivé une définition légale du licenciement économique, avec des textes du Code du travail qui nous disent que l'employeur ne peut pas licencier s'il n'a pas au préalable recherché le reclassement interne du salarié, qui a défini le mode économique, le motif économique du licenciement. Et ces textes de loi de 89 ont été repris parce qu'il y a eu des combats sur le terrain et des combats judiciaires par la Cour de cassation au travers de toute une série de décisions de justice extrêmement intéressantes et qu'on a construit pas à pas depuis 89. Ça fait quand même un bail et ça vous donne à peu près une idée de la durée des combats judiciaires qu'on est amené à mener. Et la Cour de cassation, elle avait posé un certain nombre de règles. Elle avait posé un certain nombre de règles assez précises, notamment sur le contrôle et la définition du motif économique, notamment sur le contrôle et la définition des recherches de reclassement qui sont faites par l'employeur, notamment sur le contrôle et la recherche, le contrôle concret, notamment sur le critère catégorie professionnelle, des critères d'ordre de licenciement. Tout ça s'est battu en brèche. C'est-à-dire tout ce qu'on a construit, au moins depuis 1989, c'est quasiment mis à néant au profit du tribunal administratif par le biais de la technique dont Mourad vous a parlé tout à l'heure, qui est la technique de soit l'accord majoritaire, soit l'homologation de la procédure de licenciement par le direct. Et cette intervention d'une décision du directeur du travail, de la concurrence et puis des entreprises et tout ça, j'en oublie certainement, c'est un frein à l'action judiciaire, à la contestation. C'est déjà la première chose sur la nature des autorisations qui sont données et la manière dont les licenciements collectifs pour motif économique vont être demain gérés. Je revisite, si vous voulez, c'est pour ça que moi, le 13 janvier, j'ai pas dormi de la nuit, pour être net. Lorsque j'ai appris que l'accord avait été signé, je n'avais encore que la version du 20 décembre, qui est un tout petit, qui est encore pire que celle qui a été signée, mais je dis, c'est pas possible. C'est pas possible d'envisager une telle régression, parce que je revisitais tous les combats judiciaires que j'ai pu mener au cours des dernières années. Je dis, aucun de ceux qui ont été menés, notamment sur les licenciements collectifs pour motif économique, ne pourrait aujourd'hui être menés de la même manière. Lorsque les salariés de Cédiver à Saint-Yor ont vu par décision de l'actionnaire fermer l'usine et le site, il a fallu 1 an pour qu'ils y arrivent. Il a fallu 1 an où on a tenté tout. Lorsque ces mêmes salariés de Cédiver sont allés ensuite devant le Conseil de prud'homme puis devant la Cour d'appel, ils ont obtenu satisfaction, en tout cas indemnisation. On a essayé de pousser plus loin le combat judiciaire. Vous avez peut-être entendu parler de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, Vivéo, qui disait que le juge judiciaire pouvait contrôler le motif économique. Ça, c'était fantastique. La Cour de cassation a fermé la porte au mois de mai de l'année dernière et a cassé l'arrêt de la Cour de Paris. Et c'était ça. C'était dire, mais bon sang, on va devant les tribunaux ensuite pour obtenir une indemnisation de la perte de l'emploi, pour obtenir une réparation minimale. Mais ce qui est nécessaire,
c'est qu'on évite les licenciements en amont, mais bon sang, enfin c'est basique ça. Est-ce qu'il vaut mieux indemniser les blessés qu'éviter l'accident? Enfin, si on ramène ça à une logique législative, et c'est ça qu'on attendait d'un gouvernement de gauche, une disposition législative qui permette aux juges de contrôler si le motif économique, et de le contrôler avant que les licenciements soient prononcés, si le motif économique était un motif sérieux, et dans un certain nombre de dossiers, je pense à l'industrie pharmaceutique, je me suis occupé du plan de MSD, il n'y a pas de motif économique, et on aurait pu les suspendre. Mais vous voyez aujourd'hui quelle est la nature à la fois du contrôle du juge qui va être limité au strict minimum, et des pouvoirs des comités d'entreprise pour d'abord avoir l'information, et pas seulement celle qu'on lui donne, mais aller chercher, avec l'aide de ces experts, les informations nécessaires à un avis éclairé. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Le contentieux de l'information, Dieu sait si on en faisait des référés devant le président du tribunal de grande instance, bien même avant 2004, on refusait de signer l'ordre du jour. C'est encore plus simple, c'était le patron qui était obligé de faire le référé pour obliger le secrétaire à signer l'ordre du jour du CE. En 2005, on a dit, le patron, il peut mettre tout seul à l'ordre du jour une question dès lors que ça concerne une consultation obligatoire. Et quand même, les experts n'ayant pas la totalité des informations, il y avait des allers-retours, en disant on n'a pas tout, il nous faut des éléments complémentaires, on va pouvoir construire une formule alternative, etc. Là, c'est fini, tu l'as dit. 2 mois, délai préfixe. Ça veut dire qu'à partir du moment où commence la première réunion, le compteur. Donc, au bout de 2 mois, pour moins de 100, au bout de 4 mois, jusqu'à 250, terminé. Donc, vous, CE, vous n'avez pas donné votre avis, vous terminé. Absence d'avis, vos avis. L'avis est réputé donné. Les experts, d'abord, ils vont être tarifés. Et experts de CE, qui veut donner les moyens de son investigation, et dans certains cas, ils vont être à la charge du CE aussi à hauteur de 20%, pas dans tous. Mais dans certains cas, ils vont être tarifés par un tarif établi par décret, après consultation de l'Ordre national des experts comptables, peu importe, mais de quel temps disposeront-ils? Les experts auront 21 jours pour poser leurs questions et réclamer les documents. Le patron, il aura 15 jours pour répondre. Et le dépôt du rapport, il devra intervenir dans les 15 jours des réponses du patron. Actuellement, comment on fonctionne? Quand on pose des questions, quand un expert de CE pose des questions, les experts efficaces, ceux qui travaillent avec les organisations syndicales, ils commencent par aller à la pêche des documents, puis quand il a une première partie de documents, tiens, ça m'intéresse, on pourrait gratter de ce côté-là, il en demande d'autres. Ça, c'est pas prévu. C'est pas prévu, 21 jours, 15 jours, terminé, tout ça pour caler dans les 2 mois, ou dans les 3 mois, ou dans les 4 mois de la période de consultation. Le contentieux de l'information, il va basculer au juge administratif. Moi, j'en ai la conviction. Pourquoi? Le texte, je travaille sur le projet de loi, encore une fois, c'est le gouvernement, et c'est ce qui va se passer à l'Assemblée nationale qui m'importe. La loi, elle prévoit que le direct pourra être saisi, alors par les syndicats ou par le CE, on ne dit même pas par qui, d'une demande de complément d'information dans le cadre de son office de contrôle de ce que fera l'employeur. Et il aura 5 jours pour faire droit à cette demande. S'il ne répond pas, c'est qu'il refuse. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Je vais pas aller devant le juge des référés du tribunal de grande instance, ça va très vite, le juge des référés, en 15 jours, je peux avoir une audience, ou en tout cas une décision. Là, je vais avoir une décision administrative. Cette décision administrative, il va falloir que je la conteste devant le tribunal administratif, en faisant peut-être un référé mesure utile ou un référé suspension. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est le juge administratif. Et puis, ça va condamner le direct à demander à l'employeur les informations que je lui réclame. Ça ne condamnera pas l'employeur à me les donner. Enfin bref, la boucle est bouclée sur cette question-là. Il n'y aura pas de contentieux sur l'information préalable. Il y aura pas et il y aura le contentieux postérieur contre la décision administrative qui va faire écran aux actions individuelles des salariés. Alors, on essaie de réfléchir, et puis on a travaillé sur un projet de loi, on n'a pas travaillé sur la loi finale. On peut encore, moi j'ai toujours l'espoir, qu'un certain nombre de députés qui ont des comptes à rendre à leurs électeurs, et des comptes à vous rendre à vous, disent attendez, on ne peut pas réaliser ça, et qui fassent passer un certain nombre d'amendements, mais rassurez-vous, la droite aussi va en faire passer, va essayer d'en faire passer. Et
et on va se retrancher derrière, le MEDEF fait la loi, touche pas à mon accord, et c'est comme ça. Ce qui s'est passé en 2008, quand même. Et il y avait déjà dans la loi de 2008, dans l'accord national interprofessionnel de janvier 2008, qui a donné lieu à la loi de juin 2008, un certain nombre de dispositions qu'on retrouve aujourd'hui. La même chose. À l'époque, et d'ailleurs au début de la négociation c'était ça, le MEDEF nous disait, là c'est sur le terrain de l'absence de rôle du juge, le MEDEF nous disait, il va falloir qu'on réfléchisse au plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Et je crois que dans la première version de l'accord, sous ton contrôle, ça y était. On parlait de plafonnement. Là, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. À tous les mecs. Ça ne marche pas parce que, il y a quand même un principe, il est quasiment constitutionnel, c'est quand vous êtes victime d'un préjudice, vous avez droit à la réparation de l'entier préjudice. Et donc, plafonnement, ça ne va pas avec l'entier préjudice. Donc, ils ont imaginé cette histoire qui est terrible, parce qu'elle est beaucoup plus habile, d'indemnité transactionnelle proposée en conciliation avec le barème qu'on vient de voir, qui dans certains cas est inférieur à la loi. Licenciement abusif d'un salarié de plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10, il ne peut pas avoir moins de 6 mois. Bon. Et ben, on va lui donner 3 mois en fonction du barème qui va être édicté. On va le donner où? Ah, c'est pas le juge qui va le donner. On va le donner en conciliation. C'est-à-dire que l'employeur, il va arriver avec le chèque. Mais je le vois de plus en plus, ça. Quand je dis que c'est le juge qui fait peur. D'abord, surtout, le juge judiciaire. J'ai peur du juge. Les accords de maintien dans l'emploi, tu en as parlé. Il y a une chose qu'il faut rappeler sur les accords de maintien dans l'emploi, avant qu'on en arrive au juge, que je voudrais dire, même si c'est une parenthèse, c'est qu'il n'y aura pas que les syndicats qui vont pouvoir ou devoir les signer. C'est que l'employeur pourra avoir recours à un salarié mandaté par une organisation syndicale, une adoption par voie référendaire. Attendez, c'est simple. Petite boîte, pas de syndicat. L'employeur prend sa secrétaire de direction, lui dit tu vas voir la CFTC, tu te fais mandater. Et on signe un accord. Et il dit aux salariés, les gars, c'est comme ça. Vos salaires tombent à 120% du SMIC, ils ne peuvent pas descendre en dessous, tu as raison, on va modifier telle et telle chose, le tout pendant 2 ans. La loi, elle dit que l'accord doit prévoir aussi la manière dont l'employeur contribue, en baissant peut-être un petit peu sa rémunération. Ça, c'est pour le décor et la façade. L'accord doit le prévoir. La manière dont l'employeur contribuera aux accords de maintien d'emploi. Bon, bref, je continue. Ma secrétaire de direction affiliée à la CGC, voilà, la CFTC. La CGC, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une vocation catégorielle maintenant depuis la modification des statuts en décembre, pour pouvoir être représentatif, sinon elle ne le serait pas. La CFTC, elle va signer. Et ensuite, on va faire valider ça par voie référendaire. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait 50% des salariés qui votent pour l'accord. C'est de l'accord pistolet sur la tempe. Si c'est une organisation syndicale représentative, elle va dire c'est pas possible, je ne peux pas signer ça. Il y a encore ce verrou-là. Encore qu'il peut y avoir la pression des salariés. Les pressions des salariés sur le délégué syndical, après tout pourri, répandu par l'employeur. Enfin, l'histoire du salarié mandaté par une organisation syndicale, c'est une vaste fumisterie, c'est effectivement des accords pistolés sur la tempe. Je continuais et je reprends sur l'évitement du juge. Je vous ai parlé du juge administratif. Bon, le juge administratif, vous savez, les juges administratifs, un coup ils sont sous-préfets, un coup ils deviennent juges administratifs, ils jugent l'administration. Une de leurs phrases favorites, c'est juger l'administration, c'est encore administrer. Donc ils ne fonctionnent pas exactement comme les juges judiciaires qui sont plus soucieux d'une analyse concrète et c'est pour ça que le MEDEF ou les juges administratifs. Le barème de conciliation, je vous l'ai dit, mais je suis désolé, mais les salariés de ces divers, je reprends toujours eux parce que c'était vraiment une belle bagarre pour moi, un grand moment de bonheur. Lorsqu'on est venu en conciliation, si l'employeur avait été malin, il aurait mis un peu moins sur le PSE et un peu plus pour prévoir les indemnités transactionnelles en conciliation. Moi, je les assistais dans ces audiences. Bon, là, il n'a rien proposé, il a dit mes licenciements ils tiennent, il n'y a pas de problème, je ne vous propose rien. Mais il serait arrivé avec ces 3 mois du barème, là. Je ne sais pas ce que j'aurais dit.
Qu'est-ce que je dis aux salariés, moi? Ça veut dire que le gars, il les prend, le gars ou la fille, pardon, le salarié, il les prend, les indemnités qu'on lui propose. Et puis la boucle est bouclée. Le juge, c'est non seulement l'ennemi, mais je crois surtout c'est l'empêcheur de barémiser. Pourquoi? C'est très simple, mais c'est très simple. Un licenciement collectif pour motif économique, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'il faut déterminer à quel moment il y aura le retour sur investissement. C'est pas compliqué, on calcule le coût, on calcule l'économie, et on dit à bout de combien de temps l'économie a compensé le coût. Ça, c'est les gestions des financiers. Et le troublion là-dedans, il y en avait deux. C'était le CE, parce qu'il a fait le CE-CCE, parce qu'il maîtrisait le temps par le biais de l'information, et il pouvait effectivement ralentir la procédure. Le temps, c'est de l'argent. Et il maîtrisait, et il y en avait un deuxième empêcheur de tourner en rond, c'était le juge. Parce que lui, il modifiait le coût. C'était déjà ça avec la rupture conventionnelle, le coût il est maîtrisé, les recours ne sont pas possibles. Et là, c'est ça. Ça veut dire que le coût du licenciement va pouvoir être mesuré avec précision. Et je le vois déjà dans les boîtes aujourd'hui. C'est-à-dire que on voit les plans sociaux, je ne vais pas parler de plan de sauvegarde de l'emploi parce que ça nous fait parler la novlangue, c'est-à-dire on utilise des mots qui veulent dire le contraire de ce qui... moi, je m'interdis maintenant. Et même partenaires sociaux, je préfère protagonistes. Mais c'est au moins plus clair. Sur cette histoire de plans sociaux, l'employeur, il met à la face immergée de l'iceberg, il met les mesures de reclassement, la cellule, l'aide à la mobilité, le congé de reclassement, etc. Et puis il ne met pas l'enveloppe cachée. L'enveloppe cachée, elle est où? Elle est dans l'indemnité transactionnelle. Elle n'est même pas toujours cachée, d'ailleurs. J'ai un contentieux sur Moulin, on discute ouvertement avec mes micros fermés, enfin micros de l'enregistreur de la séance de CE, pour faire PV ensuite, dans des négociations à côté, on discute de l'indemnité transactionnelle. C'est comme ça, la boucle est bouclée, j'ai pas à mettre des sous sur le PSE, je les mets sur l'indemnité transactionnelle qui va me verrouiller tout ça, et comme ça je sais que les salariés ne pourront pas agir. Ils devront agir dans le délai d'un an sur les licenciements économiques. La Cour de cassation a bien cassé le coup déjà. Parce que ce délai d'un an, il était précédemment dans la loi. La Cour de cassation a dit non, le délai d'un an, il ne s'applique que lorsqu'il n'y a pas, à l'absence de PSE, ce qui laissait ouvert le délai de 5 ans. Il y a les prescriptions. Alors dans l'accord, j'ai peut-être mal lu la loi, dans l'accord, ils envisageaient 2 prescriptions. La prescription, c'est le délai pour saisir le juge. Faute de quoi, tu ne peux plus y aller. Ils envisageaient 2 délais, 36 mois pendant le cours du contrat et 24 après. Moi, dans la loi, j'en ai vu qu'un, 24. Ce qui me laisserait penser d'ailleurs que la loi est même plus défavorable sur ce point-là au moins que l'accord, à moins qu'il y ait d'autres dispositions que je n'ai pas vu passer. Et pour saisir de quoi? Pour toute prétention dont le salarié a eu connaissance, à compter du moment où il en a eu connaissance, où il aurait dû en avoir connaissance. Pas seulement les licenciements, mais les rappels de salaire, les rappels de classification, etc. Attendez, il faut être clair. Dans un certain nombre d'entreprises, je pense dans les transports par exemple, on sait, tu as les heures sup, tu as la carte chauffeur routier, ou tu avais les disques de chronotachygraphe, tu gardais bien ça en réserve. Le jour où il y avait des Schmaltz, dans la limite de 5 ans, tu pouvais dire, monsieur le patron, passe à la caisse, j'ai mes relevés de chronotachygraphe, il faut me les payer. Ben là non, on dit c'est à partir du moment où j'ai dû ou j'aurais dû en avoir connaissance, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, l'ardoise est effacée. Et dans les petites entreprises, c'est bien évident que lorsqu'un salarié rompt son contrat de travail, il vient nous voir, il vient voir un syndicaliste, il vient voir un avocat, on fait la checklist et on regarde tout ce qu'il y a à réclamer. Ça ne sera pas possible. Alors on a évacué, sauf en matière de discrimination, il nous reste encore ça. Et le préjudice corporel. Donc voilà, à la fois sur les aspects les plus criants, alors, j'ai pas développé sur les accords de maintien dans l'emploi, j'ai pas développé sur la mobilité, mais tout ce que tu as dit est parfaitement exact. Mais je dis, c'est le contentieux,
l'utilisation du juge comme un des moyens de construction d'un rapport de force qui disparaît. Et le Code du travail protecteur n'a plus de protecteur que ce nom. On a, mais enfin, depuis, on va dire 2004, détricoté patiemment, j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus, notamment sur la recodification, détricoté patiemment le Code du travail. On a détricoté comment? À mon avis, en commençant à gratter petit à petit le principe de faveur. Le principe de faveur, c'était la loi, la convention collective, l'accord d'entreprise et le contrat de travail. Et aujourd'hui, on inverse les choses. Enfin, en matière, je sais pas, de paiement de la majoration des heures complémentaires, par exemple, il y en a des tas d'autres. Le décret, c'est 25%, et l'accord de branche, il peut descendre à 10%. Je veux dire que, donc maintenant, cette hiérarchie des normes, on l'a modifiée. Ça, c'est l'essentiel des choses qu'avaient fait les gouvernements de droite au cours des dernières années, c'est-à-dire par petites touches, de manière insidieuse, sans que ça se voie. Et là, maintenant, ça se voit. C'est un bloc intégral du Code du travail qui tombe, et puis en définitive, une des parties du Code du travail, c'est-à-dire tout ce qui tendait au recours du juge. Alors après, encore une fois, je parle de mon point de vue. C'est mon point de vue de praticien engagé en droit social, aux côtés des salariés, des syndicats et des CE. Je ne parle pas du point de vue d'un syndicat, parce que je ne suis pas. Je suis pas. Mais je m'interroge quand même sur les contreparties qui ont été obtenues. La généralisation des mutuelles. Bon, la couverture, prévoyance. Mais là, de mon point de vue à moi, mais je regarde de loin, mais je me dis, mais bon Dieu, si on veut augmenter les garanties pour tous les salariés, mais qu'est-ce qu'il y a besoin d'aller voir la prévoyance? Il y a une sécu quand même. Si on veut étendre ça pour tout le monde, enfin ça c'est mon analyse et une suggestion personnelle, mais je dis, mais à quoi ça sert d'étendre la prévoyance? Pourquoi faire? Pour engraisser Grâce Savoie, ou pour engraisser des alliances et autres parce que dans l'accord, il y a des règles. Parce que dans l'accord, que dit l'accord? La loi est plus... Barthélémy est passé par derrière, la loi est un peu différente là-dessus. La loi, a priori, elle dit c'est l'employeur qui va choisir la caisse de prévoyance. Toutes les mesures, dans l'accord, c'était ça. La loi, elle est un peu plus compliquée, parce qu'à mon avis, Jacques Barthélémy et tout le lobby des assureurs, des assureurs, un certain nombre qui sont passés par là. Les branches pourront, je crois encore, désigner les assureurs. Mais encore une fois, moi, je vous dis, si on veut généraliser la complémentaire, on le confie à la Sécu. D'abord, ça sera mieux géré, et en plus, ça coûtera moins cher en termes de frais de gestion. Et ça n'enrichira pas certains. Les sièges au conseil d'administration dans les grosses boîtes, bon, d'accord, on va dérouler le tapis rouge à monsieur le membre du conseil d'administration. La portabilité de la prévoyance, on passe à 12 mois. Bon. Le congé de reclassement, vous savez que le congé de reclassement dans les grands groupes, on dit que ça sera 12 mois maxi, c'était 9 par le passé. Bon, le CSP pour les petits licenciements. Ah oui, on est d'accord. On est d'accord. On monte le plafond. Bon, ceux qui sont gentils, dans le monde des bisounours, avec monsieur le patron bien aimable qui veut vraiment être social, il pourra aller jusqu'à 12 mois dans le congé de reclassement. La base unique de données, moi je suis très réticent dans le projet de loi MEDEF, je lui dis tiens, c'est une bonne idée, c'est intéressant. Et puis ça remplacera une partie des rapports annuels qui sont présentés. Ça veut dire que tout va être concentré, normalisé, standardisé, puis qu'on y mettra bien que ce qu'on voudrait y mettre, et que l'expert du CE, sauf erreur dans certains cas s'il veut y bosser, que le CE en paye une partie à hauteur de 20% sur son budget de fonctionnement. Donc moi je dis, je ne vois pas beaucoup d'avancées. Et il y en a probablement. En tout cas ceux qui ont signé y croient. Voilà. Donc je dis d'un côté un certain nombre de choses qui sont présentées par certains comme des avancées, et de l'autre côté une régression fondamentale, une perte des droits, et surtout une négociation d'entreprise qui est biaisée. Les gens vont négocier avec le pistolet sur la tempe. C'est pas de sécurisation de l'emploi dont il s'agit. C'est de sécurisation des employeurs. Moi, je crois que la boucle est bouclée. Et c'est vrai que le SAF ne peut pas ne pas être aux côtés de ce qui se passe, à vos côtés, et surtout dans la mobilisation avec nos petites forces qui se préparent. Tous ensemble. Bon, ben on va laisser maintenant la parole à Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail, qui va nous expliquer son point de vue sur cet accord. Merci.
suis militant syndical, moi ma première carte, c'est en 63, j'avais 17 ans, et j'ai été 30 ans inspecteur du travail, je suis en retraite maintenant. 83-2013. De mémoire, je n'ai jamais vu un accord national interprofessionnel aussi scandaleux et régressif que celui-ci. Quelqu'un a dit une fois qu'il était historique, il l'est dans ce sens-là. Et je vous confirme tout ce qu'a dit Morad Rabi et tout ce qu'a dit Jean-Claude Bory. Il n'y a pas un seul article sur les 27 qui soit une avancée ou qui est un élément positif. On va vous le présenter dans les médias, je ne sais pas si vous aimez Yves Calvi, Langlais, sur France 2, Jadas, Dominique Seux, pour ceux qui font France Inter le matin à 7h20, ils vont vous dire, et ils le disent toujours, c'est un accord souple mais protecteur. Protecteur mais souple. Souple mais protecteur. Et ça, protecteur, ils ne vous rentrent jamais dans le détail de l'accord. Jamais. Ils vont vous dire, oh mais les CDD vont être taxés. Mais la complémentaire santé va arriver. Mais il y aura de la formation professionnelle sur toute la vie. Mais il n'y a rien de tout ça. Le diable est dans les détails, lisez-le, c'est un accord signé dans les locaux du MEDEF, sur du papier du MEDEF, avec un stylo du MEDEF, sur dictée du MEDEF, et Madame Parizeau dit qu'il ne faut plus y toucher. Elle a même été très forte. Le 3 février dernier, sur RTL, le journaliste lui dit, mais si les parlementaires y touchent, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, s'ils y touchent, nous le ferons suffisamment savoir pour changer le regard des investisseurs étrangers sur notre pays. C'est clair. Le chantage est total. Et ils ont bien l'intention d'aller jusqu'au bout pour contraindre la majorité de gauche à accepter finalement un accord de droite. Et signé par une minorité. Parce qu'il est signé par une minorité, pourquoi deviendrait-il une loi majoritaire? Ah, vraiment la question, quoi. Pourquoi le MEDEF peut-il dicter? C'est un groupuscule, le MEDEF, électoralement. Il est tout puissant économiquement. Mais c'est un groupuscule en tant que citoyen, en tant que force. 11% des voix, quelque chose comme ça au prud'homme quand il se présente. Bon. Pourquoi le MEDEF dicterait-il la loi? Voilà, première question. Ah ouais, mais il y a des bonnes choses dedans. Alors allons-y un petit peu, parce que je vous avais déjà beaucoup dit, mais franchement, même sur les fameux CDD taxés. Si vous voulez taxer les CDD pour que les patrons en prennent plus, vous avez intérêt à mettre haut la barre. Hein. Parce que là, la taxe, elle est de 0,5 dans un cas, 1,5 dans un autre et 3 points dans un autre. C'est-à-dire que, vous le savez peut-être, le CDD, il y a 10% de prime de précarité, il y a 4% de majoration des allocations chômage, c'est à 14. Pour les certains CDD d'usage, ils les ont mis à 14,5. Pour les CDD de 1 mois, 2, 3 mois, ils les ont mis à 15,5. Et pour les CDD de moins d'un mois, ils les ont mis à 17. Alors, 3 points. Mais l'intérim est à 15. Les patrons d'intérim ne demandaient que ça. Si vous basculez immédiatement ce que vous faisiez en CDD sur l'intérim, basta, c'est fini. Et puis, ça a été dit, sur les CDD, presque tous sont exemptés, puisque ceux pour remplacement de salariés absents ne sont pas concernés, puisque ceux de moins de 26 ans ne sont pas concernés. La liste est telle d'exemption, puisque vous avez une liste de 15 CDD d'usage qui ne sont pas concernés, et telle que 80% des CDD ne sont pas concernés, et la taxe est absolument dérisoire. Ça ne servira à rien. Il n'y aura pas un précaire de moins avec cette année, pas un seul. C'est temps partiel. J'ai entendu dire, oui, temps partiel. Vous avez 3 700 000 personnes à temps partiel, vous avez 85% de femmes, vous avez 80% de personnes non qualifiées. Il y a 2 mesures qui paraît qui sont bien dedans. Il va y avoir un plancher à 24 heures. Et puis un autre, on va majorer les heures complémentaires à 10%. Alors, sauf que, d'abord, il y a déjà eu un plancher, il y a 20 ans, à 20 heures, c'est pas ça qui a changé. Hein. Mais, admettons, mais c'est pas un plancher, c'est une passoire. D'une part, parce que tous les salariés qui sont déjà à temps partiel aujourd'hui ne seront pas concernés. Alors bon, ça ne changera rien pour eux. 2, ceux qui sont à temps partiel auprès de particuliers ne sont pas concernés, ça fait beaucoup. 3, ceux qui ont moins de 26 ans qui sont à temps partiel ne sont pas concernés, ça fait encore pas mal. Et 4, si vous souhaitez vous-même ne pas être à 24 heures, vous pourrez le demander à monsieur l'employeur. Et celui-ci vous prendra 18h, 15h, 16h, 12h, comme vous voudrez. Alors comme c'est lui qui dicte, parce que, on va le dire tout de suite, hein, quand on nous dit vous aurez des choix volontaires, la mutation volontaire, on sait tous autour de cette table et dans cette salle qu'il n'y a pas de volontariat en droit du travail.
que ce qui caractérise un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique permanent. C'est l'employeur qui décide de la naissance du contrat, du fini du contrat et de la rupture du contrat. Il n'y a pas de liberté dans le droit du travail, il n'y a pas de citoyenneté dans l'entreprise, il n'y a pas de démocratie dans l'entreprise, vous êtes subordonné. Et le droit du travail, c'est ce que vous avez en contrepartie de la subordination. Vous êtes subordonné, mais vous avez des droits. Tel point que Madame Parizeau avait fait l'année dernière un colloque sur la soumission librement consentie. C'était plus sympa que la subordination, parce que vous acceptiez vous-même la soumission, et donc vous n'aviez pas de droit en échange. Or, le droit, le code du travail, c'est parfois les gens ont peur du code du travail, c'est compliqué, tout ça. C'est plus compliqué le code du travail. Il y a 10 articles qui servent au prud'homme. Évidemment, c'est un texte, il est gros, mais parce qu'il y a des tas de précisions dans les métiers, dans les branches, dans les catégories, les professions, les circonstances. C'est pour ça qu'il est gros. Mais en vérité, c'est un texte décisif, même pour les gens qui ne connaissent pas. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est un texte fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. Chaque alinéa compte. Mais c'est le texte le moins enseigné, le moins connu, celui qu'on va défendre le 5 mars. Le moins connu, mais le plus essentiel. C'est le droit le plus intime. C'est le droit le plus quotidien, c'est le droit le plus dénigré, c'est le droit le plus fraudé. Mais votre salaire dépend du code du travail. Mais votre vie quotidienne dépend du code du travail. Et même quand les salariés ne le savent pas autour de nous, ils s'en aperçoivent un jour tôt ou tard. Et quand ils ont un problème de carrière, quand ils ont un problème de salaire, quand ils ont un problème de licenciement, le code. C'est ça qu'ils veulent passer à l'acide. Ils ne vont pas supprimer tous les droits, mais ils nous les passent à l'acide. Ils les décapent. Et c'est-à-dire le fait aussi bien pour le temps partiel. Temps partiel, le plancher c'est une passoire, j'ai dit, mais les salaires sont lissés à l'année. Le patron pourra vous faire 8 fois dans l'année des paquets d'heures complémentaires, c'est lui qui le décidera. Ce qui fait que si votre salaire est lissé, il vous fait faire un paquet en début d'année, c'est vous qui lui faites une avance sur salaire. Vous comprenez le mécanisme, d'accord? Vous aurez le droit, il y aura une négociation pour qu'il y ait des interruptions dans la journée, des interruptions. Pour l'instant, en théorie, c'est une interruption de 2 heures maximum, ou autre par accord de branche étendue. Là, il va y avoir une renégociation pour qu'il y ait des interruptions dont la durée n'est pas encore précisée. Avec les paquets d'heures complémentaires, et vous aurez des ruptures, et ça pourra bouger beaucoup plus avec le salaire lissé. C'est pas du tout un progrès en matière de temps partiel, pas du tout. C'est du point de vue de la flexibilité, un pas en avant. Alors après, vous avez, on n'a pas parlé de ça, mais des contrats durée indéterminée, intermittent. Ça, il faut l'inventer quand même. Parce que c'est ni saisonnier, ni partiel, c'est à durée indéterminée, mais intermittent. On peut vous prendre 4 mois dans l'année, vous serez en CDI, mais votre salaire sera lissé sur toute l'année. Il n'y aura aucune des garanties d'ailleurs qui existerait dans le code, que ce qui peut exister un tout petit peu en temps partiel, ou un tout petit peu pour le saisonnier. Ah, rien de ça. Et ils l'ont fait à leur titre expérimental. Dans le chocolat, dans les articles de sport, et dans la formation. Alors, je vous dis tout de suite, le chocolat, c'est toute la brèche pour l'agroalimentaire. Les articles de sport, c'est toute la brèche pour le loisir. La formation, c'est toute la brèche pour les services. Et donc, en fait, c'est pas expérimental, c'est la brèche. Et que le CDI intermittent, c'est encore un co-nouveau qui rentre par le biais de cette année dedans. Alors, on va vous dire, oui, mais il y a la complémentaire, tu viens d'en parler. Mais la complémentaire, c'est bien qu'il y ait des complémentaires. Je suis comme toi. Pourquoi ça passe pas par la Sécu? Parce que s'il y a 4 milliards à donner, mettez-les dans la Sécu. Voilà, basta. Il n'y a pas besoin de faire un millefeuille de complémentaires, de mutuelles, parce que là, en plus, c'est bien l'employeur qui va décider. Ah, ils sont pour le contrat, ils sont pour la négociation, mais pas quand il s'agit de décider où va l'argent. Où va l'argent, c'est l'employeur qui décide, c'est écrit noir sur blanc. Il va décider pour AXA, bien sûr. Ils ont semblé le champagne à AXA. Vous avez le meilleur lobbying pour l'année, c'est AXA, Allianz, c'est tous les groupes d'assurance privée. Et pourquoi ça va se faire en 2016? Parce que ça ne se fera pas avant 2016. Il faut 18 mois de négociation, l'employeur, non, 2016, 1er janvier. Parce que le 1er janvier, il y a une directive européenne qui commence à s'appliquer. C'est très simple, c'est que l'URSSAF n'a plus le monopole de collecte des cotisations sociales. Si vous ne l'aviez pas encore, ça sera comme les trains privés sur les voies SNCF. C'est-à-dire que d'autres organismes pourront, comme ça a été fait pour le gaz ou pour l'électricité, se présenter à vous et dire « Je collecte, monsieur l'employeur, les cotisations sociales, voulez-vous me les verser à moi ?» plutôt que de les verser à l'URSSAF. Et ça, c'est une brèche qui met en concurrence la sécurité sociale et qui ouvre la voie à la privatisation, c'est-à-dire à la victoire des assurances sur les complémentaires, des complémentaires sur les mutuelles et des mutuelles sur la sécurité. C'est exactement ça que ça ouvre. Alors quand on va vous dire, Pujadas, Dominique Seux, monsieur bien, il y a la complémentaire santé, ne vous laissez pas abuser. Non seulement le diable est dans les détails, mais sachez répondre ça, que c'est une attaque contre la sécurité sociale, que c'est une... En plus, c'est pour un panier de soins réduit.
Lisez-le dans l'accord. Un panier de soins réduit. C'est-à-dire que ça ne vous remboursera pas des choses supplémentaires à la sécurité sociale, ce sera la même chose. Mais il y a même le prix des lunettes, 100 €. C'est plus petit que ce qui est remboursé par la CMU complémentaire qui existe alors actuellement. Il y a même le prix des prothèses dentaires. C'est plus petit que ce qui est remboursé actuellement par la CMU complémentaire. Et même les employeurs, ça sera versé 50-50 entre le salarié et les employeurs. Mais à l'heure actuelle, les employeurs, ils versent 57% en moyenne quand il y a des mutuelles. Ça leur fait une petite économie de 7 mois. Il y a toujours quelque chose de gagné. Et donc ne vous réjouissez pas quand vous entendrez les gens vous dire « Ah, la complémentaire santé va être étendue ». Voyez la menace qui est derrière cette forme d'extension pour un panier de soins réduit pour le compte des assurances privées, sur le plan des assureurs, quand l'URSSAF sera mise en cause du point de vue de sa légitimité à collecter les cotisations et que c'est l'employeur qui décide en 2007. Voyez tout de suite ce que ça signifie. Alors après on va vous dire « Mais il y a encore autre chose. Ah oui, les droits rechargeables. » Alors mais attendez... Alors, d'abord, c'est un peu soupçonneux. Ça veut dire que les chômeurs, ils aiment bien rester chômeurs, donc ils vont jusqu'au bout de leurs droits. Alors, on va dire qu'ils ont 8 mois d'indemnité, au bout de 2 mois, et on leur présente un petit boulot de 2 mois, ils pourront le prendre, puis ils retrouveront leurs droits après leurs 2 mois. Oui, mais il y a une expression terrifiante. C'est écrit « au fil de l'eau ». Alors, si vous ne savez pas ce que c'est au fil de l'eau, moi je ne savais pas, je suis quand même allé voir. Demander au Pôle emploi, au fil de l'eau, ça veut dire pas un sou de plus. Donc il n'y aura pas un centime de dépenser en plus pour permettre ce genre de lissage. Mais ça veut dire une seule chose, c'est ce qu'a dit Madame Parizeau le 3 février, ça veut dire retour à la dégressivité des indemnités pour les chômeurs, parce que pour ne pas dépenser plus avec ce système-là, si jamais il marche, tout ça c'est renvoyé à une négociation, parce que dans l'ANI lui-même, il y a une douzaine de négociations sur 27 articles, si jamais il marche, en vérité, ça se traduira par une baisse, ça ne sera pas un progrès. Bon, alors la formation professionnelle sur toute la vie. Fantastique, on se bat pour la formation professionnelle sur toute la vie. Il y a la formation professionnelle, je vous parie que Pujadas vous dira ça. Je vous parie. Alors regardez simplement, c'est 20 heures par an, plafonné à 120 heures. Vous en avez de la chance d'avoir 120 heures de formation en 42 années d'annuité de cotisation. Vous en avez de la chance. Et alors si vous doutiez, c'était déjà le kiff. Droit individuel à la formation. Sauf que c'était plafonné sur 6 ans. Ce que vous aviez sur 6 ans, vous aurez le droit de toucher sur 42. Je ne vous dis pas si c'est un progrès décisif. Et il n'y a rien d'autre, hein, ne cherchez pas. Alors après, vous allez avoir le chômage partiel. Oula, je dis une bêtise. Chômage partiel, non, ça s'appelle activité partielle maintenant. C'est un changement de vocabulaire. Comme vous avez dit tous les deux, il y a des sémantiques, il y a des mots qui comptent. La nouvelle langue, tu as dit. Alors c'est de l'activité partielle. Alors ça reste à 1000 heures, parce que ça avait été allongé par Sarkozy. Bon. Et alors, par contre, le contrôle qui avait été restauré seulement début juillet dernier reste en place, mais ça sera plus 20 jours, ça sera 15 jours pour l'inspection du travail. Pas de petits détails. Ensuite, l'argent sera versé plus vite à l'employeur. Puis ensuite, vous allez dans l'annexe, parce qu'il y a des annexes dans l'ANI. Et dans les annexes, vous verrez qu'on peut vous former pendant le temps partiel. L'activité partielle, ça pourrait être bien. Sauf que d'une coup, vous voyez qu'il y a 2 phases de 2 fois 900 heures, et que ça n'est plus 1000 heures, mais que ça peut être 1800. Et ensuite, vous voyez que les gens qui sont formés, c'est plus 75% d'indemnité, ça tombe à 70 dans la première tranche, et de 75 à 65 dans la deuxième tranche. Il n'y a pas de petites économies. Bon, alors, ne me dites pas que si, comme ça va être compensé si tu es à temps partiel, puisque tu vas avoir des heures complémentaires majorées, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, et votre majoré à 10% dès la première heure. C'est pas vrai parce que c'était majoré à 25 dès un dixième d'heure au-dessus du plafond, et vous n'avez plus de référence à la majoration à 25, ce qui fait qu'en fait vous y perdrez même là-dessus. Sur tout, ils y gagnent. Sur tout, ils y gagnent. Voilà, on peut aller là, moi, les informations sur une base de données unique pour les institutions représentatives du personnel. Enfin, écoutez, franchement, c'était compliqué ce qui devait être donné aujourd'hui, c'est vrai. Il y avait une liste d'environ 25 textes, le bilan comparé des salaires, des salaires hommes-femmes. Notez bien qu'il n'y a pas un pas en avant sur l'égalité professionnelle homme-femme, dont on nous parlait tant. C'était, comment dire, puisque ça va amener au Conseil des ministres le 6 mars, le 8 mars, faites rapprocher l'ANI et puis le droit des femmes et les salaires des femmes. Pas un pas. Bon, alors ils vont mettre des informations qui vont être mises dans une base de données au fil de l'eau, elle aussi. Parce que vous perdrez les dates fixes où on doit vous donner tel document. Et l'employeur pourra toujours dire « c'est pas encore prêt, c'est pas encore prêt ». Vous recevrez tout à la fin de l'année, le 31 décembre, la veille du réveillon. Et si vous avez besoin d'avoir un jugement, dans la base de données, ça s'engloutira, ça s'enlisera. Et vous ne retrouverez pas les exigences qu'il y avait dans les textes précédents qui vous disaient à la fin du premier trimestre, vous donnez ça, à la fin du premier semestre, vous donnez ça, chaque année, vous donnez ça, à date fixe, etc. Ça va être un grand recul du point de vue de l'information même
des IRP. Bon alors, ce que j'aime le plus, c'est surtout, on en avait parlé, mais c'est les mutations volontaires. D'abord, il n'y a pas de volontariat, mais surtout l'idée que vous pouvez avoir des mutations volontaires internes, mais externes. Alors là, je vous la donne en mille. Hein. Vous avez un accord d'entreprise, et puis vous pouvez aller vous avez le droit d'aller dans une autre entreprise. Monsieur l'employeur, je vais aller dans une autre entreprise. Alors il vous dit, vous êtes autorisé s'il veut. Et alors, vous pouvez revenir, enfin, s'il veut. Vous avez un emploi similaire. Alors, je vous signale tout de suite que les femmes qui sont de retour de congé maternité savent ce que ça veut dire qu'un emploi similaire. Ça n'a rien à voir avec l'emploi qu'ils avaient au début. Et si jamais vous n'êtes pas content de l'emploi similaire, que l'employeur généreusement vous a dit de partir, rare. Dit de revenir, rare. Eh bien, vous êtes prévenu démissionnaire. C'est prévu comme tel. À votre place, on décide que dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que des mutations volontaires qui n'en sont pas dans d'autres entreprises? Pourquoi faire? On va ramener les secrets commerciaux, on va avoir quelle différence de salaire, et si on n'a pas l'emploi similaire, on dit non, on est eu, et puis finalement, on est à la porte parce qu'on est considéré comme des missionnaires. C'est ça qui est Molani. Ça qui est Molani. Avant les mutations, où il n'y a pas de limite, là vous l'avez dit tous les deux, où il n'y a pas de limite on vous envoie sur tout le territoire, à plus de 500 km. Ça sera, quand il y aura eu l'accord, obligatoire. Parce que l'histoire du salarié dans le temps, il pouvait se réclamer de son contrat de travail contre un accord collectif. C'est ce qu'on a dit tous. Alors ça a commencé avec cette histoire-là avec la loi Fillon, c'est-à-dire le principe de défaveur. C'est le 4 mai 2004. La loi Fillon, ça inverse la hiérarchie des sources de droit. Au lieu d'avoir en gros des directives, une loi cadre, une loi, un accord interprofessionnel, un accord de branche, puis un accord d'entreprise, en fait l'ordre public social se diffusait de haut en bas, on est dans une république, et puis il riguait les endroits où il y en existait le moins possible, et on pouvait avoir ainsi un état de droit dans l'entreprise. Bon, Fillon a permis que l'accord d'entreprise déroge à l'accord de branche, qui déroge à l'accord interprofessionnel, qui déroge à la loi quand celle-ci le permet. Et ça c'est comme le sucre, quand il vous reste un petit peu de café dans le fond de la tasse. Vous mettez le sucre blanc, vous voyez encore les arêtes blanche du sucre, mais il est en train de fondre par le bas, hein, puisque vous diluez l'ordre public social par l'accord d'entreprise qui chaque fois peut faire exception et qui vous introduit des conditions défavorables. Là, la LIE favorise les accords d'entreprise à fond. Mais du temps de la loi Fillon, le salarié pouvait se lever et dire « Moi, je ne veux pas l'accord d'entreprise dérogatoire et la défaveur, je invoque mon contrat de travail, j'ai tant de salaire, j'ai tant d'ancienneté, je ne veux pas ». L'employeur pouvait le licencier, mais en justifiant qu'il le licenciait économiquement et en lui donnant l'intégralité de ses droits. Là, maintenant, si le salarié fait ça contre soit l'accord de mutation prétendu volontaire, interne ou externe, soit le plan dit de maintien de l'emploi, s'il fait ça, il est mis en cause personnellement. C'est-à-dire que ça devient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ce que je juge par ailleurs anticonstitutionnel probablement, parce qu'on ne peut pas décider à la place du juge du motif du licenciement. Mais la LIE, lui, prévoit que si vous dites non, vous invoquez votre contrat de travail comme on a toujours pu le faire, vous ne le pourrez plus et vous serez considéré comme licencié pour cause réelle et sérieuse. Donc vous avez là un saut, même théorique, fondamental dans l'analysation du contrat de travail tel qu'il pouvait exister et être défendu, même quand il y avait des accords dérogatoires de défaveur jusqu'à présent. C'est pas rien, hein, comme le genre de rupture. Et alors après, le point que vous avez dit tous les deux, sur les licenciements, parce qu'évidemment c'est ça le plus grave, vous avez cerné le sujet, en fait c'est un accord qui facilite les licenciements, et non pas qui contrôle les licenciements. Nous voulions un contrôle sur les licenciements boursiers et les licenciements abusifs. Nous attendions la loi en ce sens. C'est ce qu'il fallait faire quand on a tous les plans qui viennent aujourd'hui, où on voit des gens se goinfrer comme à Sanofi de 2,5 milliards puis qui licencient quand même 1000 personnes. Quand on voit les constructeurs automobiles, tous qui sont mis dans la poche pendant les années dernières, et puis qui, dès qu'ils ont une petite inflexion dans la conjoncture, se mettent à faire des plans de licenciement. Quand on voit on risque de perdre la sidérurgie à Mittal, quand on voit que Goodyear est mis en cause de la façon dont il a été, quand on voit tout ça, on se dit qu'il fallait contrôler les licenciements. Et là, on a un accord qui affaiblit le droit sur les licenciements, qui le facilite et qui va le remettre, quand ça ne sera pas sous la direction de l'employeur lui-même, au direct. Alors, le direct, il n'y a plus de directeur départemental du travail dans ce pays. L'inspection du travail est mise sous tutelle. Nous ne sommes plus, du point de vue juridique, indépendants comme nous l'étions avant. Et ils sont d'ailleurs en train de mettre en cause la place des sections de l'inspection du travail, de l'indépendance de l'inspecteur ou du contrôleur, et de son intervention en opportunité sous la pression des salariés. Maintenant, ce sera des brigades qui interviendront par le haut, sous les ordres de la hiérarchie, pour aller là où il leur sera dit, et sur des thèmes qui leur seront dictés.
Donc il y a une mise en cause de l'indépendance. Mais elle est déjà mise en cause par le direct lui-même. C'est-à-dire tous les services de contrôle de ce pays ont été cassés, y compris sur la consommation. Vous avez vu ce qui s'est passé sur la viande, etc. C'est parce que la DGCCRF, qui était l'instrument de contrôle, a été cassé. Les douanes ont été cassées. Tout ce qui permet l'effectivité des droits et des lois sociales a été cassé du point de vue des contrôles. Et c'est bien de ça dont il s'agit avec le direct. C'est une espèce de monstre administratif, un sous-préfet qui sera aux ordres, et c'est lui qui va homologuer avec l'employeur en 21 jours. Bonjour monsieur l'employeur, venez 21 jours. Et le plan peut commencer à appliquer à partir du 22e jour. Et vous savez qu'avec ça, vous avez entendu ce matin, les Fralib ont gagné 884 jours de lutte. Au bout de 884 jours de lutte, hier, le tribunal a décidé d'annuler toute la procédure qu'avait engagée la direction. Toute la procédure. C'est-à-dire qu'ils repartent à zéro. Bon, pour eux, c'est une victoire, ils ont lutté considérablement. Mais ça ne sera plus possible avec l'ANI. Parce que c'est un délai préfixe, comme ça a été dit par vous deux, préfixe, le charabia, hein, mais on ne peut plus y toucher. On ne peut plus le remettre en cause. Le juge ne peut plus intervenir. Vous ne pouvez plus interrompre ce qui a été mis en place. Donc vous aurez 21 jours, le patron aura consulté son CE une fois seulement. Consulter, ça veut dire un avis. C'est pas un avis autre que consultatif, consulter. Et après, il va voir avec son plan où il a raccourci les délais, où il a raccourci les informations, où il a simplifié les procédures, hâté les licenciements, il va voir le direct. Et le direct va dire en 21 jours, oui. Si il fait 22, ça veut dire oui. S'il fait 23 jours, ça veut dire oui. Et le 22e jour, le plan s'applique. Vous comprenez pourquoi ça veut dire faciliter les licenciements et le contraire de ce pourquoi on lutte? C'est ça qu'il faut dire, de façon claire et synthétique aux gens. On lutte contre les licenciements et cet accord facilite les licenciements. C'est un choix, c'est une guerre entre eux et nous, sur ce plan-là, quand on a 5 millions de chômeurs. Parce que faciliter les licenciements, ça n'a jamais créé un emploi. Hein. Alors ça a été dit pour les ruptures conventionnelles, mais même quand le contrôle administratif sur les licenciements que tu as cité a été supprimé par Chirac et Seguin en 1986, le patron de l'époque, c'était Gattaz, avait dit puisqu'on supprime le contrôle, on va vous faire un pic d'embauche. Pas du tout, il y a eu 400 000 licenciements de plus dans l'année qui a suivi. Ça a toujours été comme ça. La flexibilité, c'est l'ennemi de l'emploi. La flexibilité, c'est l'ennemi de l'emploi. Et c'est même l'ennemi de la compétitivité qu'ils ont tant à la bouche. Parce que ceux qui produisent bien et ceux qui permettent une économie de se développer, c'est quand les salariés sont bien formés, bien traités et bien payés. C'est pas les flexibles qui font progresser ou qui nous sauvent de la crise. La flexibilité, ça nous enfonce dans la crise. La flexibilité, ça rend moins compétitif. C'est la garantie du travail, la qualité du travail, le salaire qui font qu'une économie se sort ou pas d'une crise. Et ce qu'ils font, c'est nous enfoncer dans la crise. Ça n'inversera pas la courbe du chômage en 2013, cet accord. Ça va faciliter, les patrons vont se ruer dessus dès qu'ils auront ça entre les mains à la fin de l'année, pour ne plus avoir de Fralib, de Goodyear, de PSA, de Renault, etc. Et quand vous allez manifester le 5 mars, il faut ça qu'il y avoir en tête, il faut le dire autour de nous, même ceux, et bien sûr ceux qui n'étaient pas dans cette réunion, parce qu'il va falloir communiquer, le diable est dans les détails, pour pas se laisser avoir par les grandes phrases sur ça va aller mieux, vous avez un accord souple, mais protecteur, mais souple. Il a été signé par des syndicats majoritaires. Non, ils sont minoritaires. Il va dans le bon sens quelque part. Non, il va dans le mauvais sens tout le temps. Je vais vous en donner une autre des éléments qu'on n'a pas cités. C'est qu'il y a des critères pour sélectionner les gens qui sont licenciés. Et parmi le premier des critères, il y avait jusqu'à présent la protection de celui qui était en charge de famille ou en charge sociale. On disait celui-ci, on l'épargne du licenciement. Après, vous aviez l'ancienneté. Après, vous aviez le poste ou les qualifications. Hein? Eh bien, c'est fini. Le critère social, le critère charge de famille est reculé. Le premier des critères, c'est la compétence. Or, même la notion de compétence, nous la contestons. C'est une notion patronale. Nous défendons l'idée de qualification. Qu'est-ce qu'apprécie la compétence de quelqu'un, sinon à la tête du client, le chef hiérarchique qu'il a au-dessus de lui? La qualification, les charges de famille, les charges sociales et l'ancienneté doivent rester les critères qui peuvent protéger pour sélectionner quand, à fin de compte, il y a des gens à licencier. Même dans cette année, c'est changé ce point-là. Et peut-être un des plus durs et des plus frontales. Un des plus durs et des plus frontales qui a été adopté. Comme celui tout ce que tu as dit sur les prud'hommes, et là je ne répète pas. Enfin moi, vous savez, l'idée qu'on ne peut plus réclamer ces heures supplémentaires 5 ans en arrière, c'est une idée rude. Parce que moi, comme inspecteur du travail, souvent j'ai vu les gens, on avait 9 plaintes sur 10 pour les heures supplémentaires à payer. 9 plaintes sur 10.
Il y a probablement, je pourrais le montrer, 1 milliard d'heures supplémentaires qui ne sont pas déclarées, pas majorées, pas payées dans ce pays. C'est l'équivalent de 600 000 emplois. Et les gens, pourquoi ils se laissent faire? Un jour, le gars de l'UMP m'a dit, c'est pas possible, les gens ne peuvent pas se laisser faire. Mais parce qu'ils ont peur. Donc ils ne vont pas réclamer au patron, leur sup. Après, ils viennent dans le bureau de l'inspecteur du travail. Monsieur l'inspecteur, il me licencie, tout ça, c'est pas juste. Et puis en même temps, j'ai fait des heures supplémentaires depuis 5 ans en disant, pourquoi vous êtes laissé faire? Mais si je n'ai pas le choix, hein. Bon, écoutez, monsieur ou madame, vous pouvez réclamer vos heures supplémentaires 5 ans en arrière. Je peux non seulement réclamer les indemnités pour les heures supplémentaires, mais mes heures, oui, vous pouvez, 5 ans en arrière. Vous connaissez l'histoire de la lingère de Chamonix. Elle est très célèbre parce que c'était une lingère, cette femme, elle avait travaillé de 16 ans à 65 ans comme lingère dans le grand hôtel de Chamonix. Et alors, elle était un peu simple, hein, elle travaillait de 6h du matin à 20h le soir, et elle logeait. Évidemment, le petit-fils lui a dit à 65 ans, dégage de la chambre de bonne. Hein. Et il y a quelqu'un qui l'a pris sous son aile et qui a monté le dossier, en faisant jouer un dol trentenaire, spécifique. Et elle a eu, je crois, 261 000 euros. Oui, pour les 30 ans d'esclavage hein, qu'elle avait eu, ce qui, entre nous, n'est pas grand-chose pour ce qu'elle avait subi toute sa vie. Mais alors, Madame Parizeau, elle dit les prud'hommes insécurisent les employeurs. À ce propos. Alors, le rapport, il est là, c'est pour ça qu'ils ne veulent plus les juges. En fait, cet accord, c'est moins d'institutions représentatives du personnel, moins de CE, comme tu as dit, moins de juges, moins d'inspecteurs du travail, moins de droits, tout simplement, moins d'état de droit, et une flexibilité plus forte pour pouvoir faire ce qu'ils veulent dans le cadre des rapports de force qu'ils construisent et instruisent de cette façon-là. Vous comprenez pourquoi il faut qu'on se mobilise. Alors, on peut prendre tout par tous les bouts. Il y a 27 articles, moi j'ai relevé 54 reculs. Je vous ai les données sur un blog, si vous voulez, 54 reculs en 27 articles. Vous pouvez dire une chose, il n'y a pas une avancée, pas une seule, nulle part. Nulle part. Puis après, il faut dire aux gens, on ne va pas faire toujours, tous les soirs, les 27 articles. Quel est l'enjeu? Nos droits. Nos salaires dépendent de nos droits. Le rapport de force et les droits, ça va ensemble. C'est ça. Il faut renforcer, par exemple, des quotas pour qu'il n'y ait pas plus de 5% de précaires par entreprise. Il faut rendre plus cher le temps partiel. Il faut faire une loi sur les licenciements boursiers et abusifs. Il faut permettre plus de droits au CE et pas moins de droits. Le CE devrait avoir des droits d'avis conformes, c'est-à-dire une sorte de droit de veto sur les heures supplémentaires, la précarité, etc. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est dans l'autre. C'est ça qu'on attend aujourd'hui pour se sortir. C'est comme quand on dit tous les matins, il faut dépenser moins, il faut baisser le coût du travail, etc. Tout ça, c'est des foutaises. Tout ça, on l'a vu en Grèce, au Portugal, en Espagne, partout, ça nous enfonce. Tout ça, il faut le balayer, et il faut profiter, on faire comme au judo. C'est-à-dire que sur cette année, en même temps qu'on se mobilise le 5 mars, il faut commencer à reposer les questions que nous voulons poser, les alternatives que nous voulons poser, les questions de renforcement. Il faut reconstruire le droit du travail et pas le diminuer. Il faut augmenter les salaires, il faut renforcer la sécurité sociale et pas l'affaiblir en même temps que l'URSSAF. C'est à partir de cette bataille qui apparaît défensive qu'on peut modifier le rapport de force que nous avons. Et il y a du temps devant nous un petit peu. Il n'y aura qu'une seule lecture peut-être, mais c'est au Conseil des ministres le 6. Ben, ça va venir au Parlement vers le 15, 20, 25 peut-être. Voilà. Ah non, mars, et puis un débat, les commissions, tout ça. Et après, vous allez voir, ça commence déjà. J'ai fait 54 amendements, hein. Mais on peut en faire plein, parce qu'il y a de quoi faire, hein, je vous dis. Dans le sens positif, dans le sens limitatif, dans le sens correctif, dans le sens inverse à ce qu'on a. Et pendant la période du mois d'avril, les mobilisations que nous aurons, que nous ferons, il faut que ça fasse du bouche à oreille. Parce que l'important, c'est de passer le message. C'est de faire comprendre ça. C'est qu'on se défend de quelque chose, d'une attaque terrible, mais qu'on veut en même temps faire valoir des droits parce que c'est enfin le moment de les avoir. C'est enfin le moment de se sortir de la crise. On ne va pas arriver dans une situation comme en Italie, non? On ne va pas arriver. Qu'est-ce qu'il a fait Mario Monti en Italie? Il a distribué 2000 euros, enfin distribué, remboursé 2000 euros aux banques. 2000 euros. 2 milliards d'euros aux banques. 2 milliards. Comment vous voulez qu'il les a pris au peuple? Il les a pris sur les hôpitaux, il les a pris sur les écoles, il les a pris sur les salaires. C'est la même chose qui peut se passer absolument partout. Donc en même temps qu'on défend nos droits, on a un point d'accroche sur cette question de la vie, qu'on peut lutter contre la loi qui se prépare, en même temps on peut renverser la vapeur. C'est ce que je vous propose de faire avec Mourad, avec Jean-Claude et tous ensemble. Merci de votre attention. Bon, on remercie les trois intervenants pour leur
explications et informations sur la Coranie. Merci à toutes et tous d'être venus. Et nous vous invitons à être très nombreux le 5 mars à la manifestation qui sera organisée à 11h, place Catelat au Puy. Merci à tous d'être venus et bonne rentrée à tous et toutes. Au fond de la salle, là, il y a des livres de Gérard Filoche pour ceux qui le souhaitent en acheter. Il est à votre disposition. Merci.